Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Un instituteur socialiste et syndicaliste. L'instituteur est lui aussi un prolétaire et un exploité, Marius Nègre, 1905. Fils de Jules Isidore Loriot, distillateur âgé de 27 ans, et de sa femme Apollonie Magdeleine Portal, âgée de 18 ans, Isidore Fernand Ernest Loriot est né le 10 octobre 1870 à Céton dans l'Orne, dans la maison de son grand-père paternel, un tisserand. Suivant une pratique courante à l'époque, il utilisera son deuxième prénom comme nom usuel, se faisant appeler Fernand Loriot. On ne dispose que de très peu d'éléments sur les 30 premières années de sa vie. Du moins sait-on qu'il vit à Puteaux, banlieue de Paris, puis est élève au lycée de Versailles. Ayant devancé l'appel, il effectue son service militaire de 3 ans à partir du 27 décembre 1888. Il est affecté au 26e régiment d'artillerie à Versailles, et finit sous-chef artificier. Son livret militaire indique curieusement « étudiant » comme profession. Fernand Loriot se marie le 21 juillet 1894 à Fontenay-sous-Bois, avec Jeanne-Eugénie Joséphine Ricard, née en 1872 dans l'Oise d'un père cheminot et d'une mère employée des postes. Le couple aura 6 enfants, dont 2 n'atteindront pas l'âge adulte. L'aînée, Madeleine, née le 21 décembre 1894 à Vincennes. D'abord employé de banque, Loriot devient professeur libre en 1897, tout en aidant son frère qui tient un café, en assurant la comptabilité. Il a trouvé sa vocation avec l'enseignement, et travaille dès lors pour pouvoir intégrer l'école publique et laïque. On comprend la place que peut prendre l'enseignement laïque pour Loriot. Dans la logique qui est la sienne tout au long de son parcours militant, l'émancipation nécessite l'action collective, mais aussi et surtout la connaissance, le savoir. Autodidacte, il obtient le brevet élémentaire en juillet 1900. Sa candidature est acceptée par l'instruction publique en octobre 1900, mais il ne peut intégrer son poste à cause du décès accidentel de son frère avec qui il était associé, et c'est finalement à la rentrée 1901 qu'il commence à enseigner à l'école publique. Il est dans un premier temps instituteur auxiliaire, et exerce comme remplaçant dans les cantons de Pantin, Montreuil et Aubervilliers. Il fera toute sa carrière dans le département de la Seine, ce département supprimé dans les années 1960, regroupait Paris et sa proche banlieue. Les communes qui le constituaient ont été divisées entre Paris, 75, les Hauts-de-Seine, 92, la Seine-Saint-Denis, 93 et le Val-de-Marne, 94. Loriot et sa famille habitent successivement plusieurs villes de la banlieue parisienne. À Bois-Colombes puis à Puteaux et ensuite à Noisy-le-Sec. Il obtient le brevet supérieur en 1902, puis le certificat d'aptitude pédagogique en 1903. Instituteur stagiaire à Romainville depuis la rentrée de 1902, il est transféré à Noisy-le-Sec en 1903 à sa demande puisqu'il y réside, sa hiérarchie notant « bon instituteur ». Avis très favorable. Il devient instituteur titulaire le 1er janvier 1904. Ayant déménagé à Puteaux, il y demande sa mutation. Titularisé à Puteaux à partir de la rentrée d'octobre 1904, il va y enseigner pendant plus de 10 ans. Mais son salaire étant insuffisant, il travaille également quelques heures par semaine comme comptable de 1906 à 1908. Fernand Loriot est adhérent socialiste à partir de 1901 à Noisy-le-Sec. Le mouvement socialiste en France est à l'époque divisé en 2 organisations. Le Parti socialiste français, PSF, de Jean Jaurès et Jean Alman, et le Parti socialiste de France, PSDF, de Jules Guesde et Édouard Vaillant. La section de Noisy-le-Sec est alors au Parti socialiste français. En 1904, Loriot passe, suite à son déménagement, à la section socialiste de Puteaux, où l'unité des courants socialistes est déjà réalisée sous le nom d'Union des travailleurs socialistes de Puteaux. La section de Puteaux, ville à l'époque ouvrière, est avant 1914 la section socialiste de la banlieue parisienne rassemblant le plus d'adhérents. Loriot écrira plus tard « Je n'éprouve qu'un médiocre enthousiasme pour le très singulier socialisme que je trouve là. J'ai l'impression d'un socialisme de clocher uniquement préoccupé de questions locales, dont la principale est la lutte pour la conquête de la municipalité. Il aurait cependant été secrétaire de cette section socialiste. La section est dominée par Lucien Voilin,
qui représente Puteaux au niveau national. Voilin est élu député en 1910, puis maire de Puteaux en 1912, ce qui montre une forte implantation et audience de la section socialiste. Loriot écrira que Voilin militant est au-dessous du médiocre, cependant il le juge absolument honnête, sincère. Sa grande simplicité d'allure et de vie, son affabilité, sa courtoisie, sa modération attirent la sympathie. Je ne lui ai d'ailleurs jamais ménagé la mienne que je lui ai gardée, même aux heures où pendant la guerre je l'ai combattu ouvertement. On voit ici s'affirmer un trait de caractère de Loriot, qui peut critiquer sévèrement des idées tout en conservant du respect pour ceux qui les défendent. En avril 1905, l'unification socialiste se réalise au niveau national par la création de la section française de l'Internationale ouvrière, SFIO. Cette fusion du PSF et du PSDF se réalise sur demande de la Deuxième Internationale, ou Internationale socialiste, qui s'était définie à ses débuts comme Parti socialiste démocratique révolutionnaire international, tout en ayant une pratique proche du fédéralisme. Le Parti socialiste SFIO affirme dans sa déclaration de principe être un parti de lutte de classe et de révolution. Un parti de classe qui a pour but de socialiser les moyens de production et d'échange, c'est-à-dire de transformer la société capitaliste en une société collectiviste et communiste. Loriot fait partie des 34 000 adhérents que compte la SFIO à sa fondation, aux côtés notamment de Jean Jaurès, Jules Guesde, Paul Lafargue et son épouse Laura, une des filles de Karl Marx, Édouard Vaillant, Jean Alman, Arthur Groussier, etc. Le parti compte nombre d'anciens de la Commune de Paris de 1871, de plus certains, parfois les mêmes, ont milité avec Karl Marx, et plus nombreux encore sont ceux qui ont connu Friedrich Engels, mort seulement 10 ans plus tôt. À la même période, Fernand Loriot adhère à la franc-maçonnerie en rejoignant la loge Education Cooperative du Grand Orient en mars 1905. Dans le contexte de l'époque, il faut sans doute y voir une volonté d'opposition au cléricalisme et de défense de la laïcité. Il est de surcroît initié quelques mois avant le vote de la loi de séparation de l'Église et de l'État, donc à une période où ces débats sont particulièrement vifs. Il démissionnera de la franc-maçonnerie en décembre 1909, pour des raisons qui nous sont inconnues. Au vu de ses nombreuses activités, il s'agit peut-être tout simplement d'un manque de disponibilité, c'est qu'entre-temps Loriot est aussi devenu militant syndical. Au syndicat des instituteurs de la Seine. La Fédération nationale des syndicats d'instituteurs, FNSI, est créée en juillet 1905. Il s'agit de la première organisation syndicale nationale d'enseignants. Le syndicat du département de la Seine est créé début 1906. Fernand Loriot rejoint ce syndicat des instituteurs dès qu'il apprend sa création. Lorsqu'en 1906 j'apprends la formation d'un syndicat d'instituteurs qui se revendique du programme révolutionnaire de la CGT, c'est avec joie que j'y donne mon adhésion. Je trouve en effet au syndicat un milieu beaucoup plus conforme à mes aspirations. Cette organisation syndicale est dans un premier temps d'ampleur réduite. En 1906, il n'y a que 1 millier de cotisants au syndicat sur 120 000 instituteurs. Rappelons que l'État ne reconnaît pas à l'époque à ses fonctionnaires le droit syndical. La FNSI n'est théoriquement pas légale, mais tolérée. Cela n'empêche pourtant pas la répression. Le secrétaire général de la FNSI, Marius Nègre, est révoqué par arrêté ministériel en avril 1907. Syndicaliste de l'enseignement à partir de 1906, Loriot devient alors davantage militant syndical que militant socialiste. La Fédération nationale des syndicats d'instituteurs décide formellement d'adhérer à la CGT, en mars 1907. L'article 1er de ses statuts stipule que la CGT groupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat. La FNSI définit pour sa part les instituteurs comme faisant partie du prolétariat administratif. Le 18 mai 1911, Loriot est élu au conseil syndical, c'est-à-dire à la direction, du syndicat des instituteurs de la Seine. Le 30 juillet de la même année, il refuse avec un de ses collègues de faire chanter la Marseillaise à ses élèves lors de la distribution des prix. Il est en conséquence sanctionné financièrement par le maire de Puteaux, qui ne peut ignorer que Loriot est un militant de la SFIO,
parti politique qui lui ravira son poste de maire l'année suivante. La Fédération des instituteurs va faire parler d'elle après son congrès tenu à Chambéry du 15 au 17 août 1912. Lors de ce congrès, la FNSI décide à l'unanimité de relayer la campagne du sou du soldat de la CGT. Il s'agissait d'une caisse de solidarité visant à maintenir le lien entre les syndicats et leurs adhérents, pendant qu'ils effectuaient leur service militaire. Le gouvernement, qui considère le sou du soldat comme un moyen de propagande antimilitariste, ce qui est dans une certaine mesure le cas, met les syndicats d'instituteurs en demeure de se dissoudre. Mais la FNSI résiste et poursuit son activité, même si certaines fédérations départementales cèdent néanmoins devant les menaces de sanctions. Le 16 septembre, les syndiqués qui refusent la dissolution publient un manifeste retentissant. Loriot figure parmi les 70 premiers signataires du manifeste, de même que des militants que nous retrouverons par la suite. Hélène Brion, Alexandre Blanc, Gabriel et Louis Bouette, Henriette Stambar, Louis Lafosse, Marie et François Mailloux. Ils y affirment « Nous résisterons pour sauvegarder la liberté de tous les salariés de l'État ». Donnant leur conception du métier, ces instituteurs écrivent « Les enfants du peuple ont droit, tout comme les petits bourgeois, à un enseignement vivant et vrai. Tous nos efforts tentent à le leur donner ». Ce manifeste recueillera au total près de 800 signatures. Le 3 octobre, un nouveau conseil fédéral de la FNSI est élu. Loriot figure parmi ses 18 membres, de même que André Chalopin, Hélène Brion et Alexandre Blanc. Loriot est également élu trésorier de la fédération, et figure à ce titre parmi les 5 membres du bureau. Comme l'écrivit Louis Bouette, quand les ordres de dissolution, les menaces et les poursuites de toutes sortes assaillaient les militants, Loriot fut de ceux qui résistèrent courageusement, il prit la fonction de trésorier dans le nouveau bureau fédéral. En effet, la justice entre en action contre les signataires du manifeste. Loriot fait partie des militants poursuivis, lui et ses co-accusés étant condamnés le 22 octobre à 50 francs d'amende chacun. Le tribunal proclame également la dissolution du syndicat des instituteurs et institutrices de la Seine, mais ce dernier poursuit cependant son activité. Au sein des instances de l'instruction publique, la peine de la censure, blâme grave, est prononcée le 19 octobre contre tous les membres du Conseil fédéral, dont Loriot. Un nouveau congrès de la FNSI a lieu à Bourges en septembre 1913. En raison de la répression, l'ambiance n'est pas à l'optimisme. Charles Joly démissionne de son poste de secrétaire fédéral. Chalopin propose alors de former un nouveau conseil fédéral avec des militants de la Seine, mais il fait face à certains qui voudraient dissoudre la FNSI et intégrer les amicales d'instituteurs. L'un d'eux, Émile Glay, lui prédit qu'il serait tout seul dans la Seine. Louis Bouette décrit alors la scène. Du fond de la salle, une voix s'élève à ce moment, celle du trésorier fédéral Loriot qui était en train de rembourser aux délégués leurs frais de chemin de fer. « Tu ne seras pas seul, Chalopin, tu peux compter sur moi. » Une militante écrira qu'il a fallu Loriot pour nous redonner confiance et nous faire accepter le vœu de Chalopin. L'offensive gouvernementale contre la FNSI se conclut par un échec. Mais le syndicat, qui bénéficiait jusqu'à Chambéry d'une forte croissance numérique, subit dans un premier temps un recul de ses effectifs, bientôt compensé par de nouvelles adhésions. Si le développement du nombre des adhérents a connu un relatif coup d'arrêt, l'expérience de la lutte contre le pouvoir a par contre aguerri les militants. Alors que la CGT avant 1914 était en crise et que le syndicalisme révolutionnaire y perdait du terrain, à l'inverse sa fédération des instituteurs était en croissance et sa radicalité s'affirmait. Le fait que les instituteurs syndicalistes forment un noyau solide et expérimenté, et qu'ils soient souvent également militants de la SFIO, va jouer un rôle important par la suite. Un nouveau conseil fédéral de la FNSI est élu, Marcel Côté est le secrétaire général, Hélène Brion est secrétaire adjointe et Loriot est reconduit comme trésorier. En mai 1914, il fait partie de la délégation de 4 responsables de la FNSI qui sont reçus au ministère, pour y exposer leurs revendications salariales et d'arrêt de la répression. Même s'il a été militant socialiste avant d'être syndicaliste, les nécessités de l'heure, le syndicalisme enseignant étant plus faible et de surcroît réprimé, l'amènent à prendre plutôt des responsabilités importantes dans la FNSI. La CGT et la SFIO,
Les deux organisations dont Loriot est membre mènent depuis plusieurs années des campagnes contre la menace d'une guerre européenne. La CGT appelle à empêcher un éventuel conflit par la grève générale révolutionnaire, et la SFIO préconise le recours aux moyens révolutionnaires, grève générale et insurrection, afin de prévenir ou d'arrêter le conflit et d'arracher le pouvoir aux classes dirigeantes qui auraient déchaîné la guerre. Les congrès de la Deuxième Internationale, à Stuttgart 1907, Copenhague 1910 et Bâle 1912, adoptent également plusieurs résolutions très fermes contre la guerre. Du 14 au 16 juillet 1914, dans un contexte où la guerre européenne menace d'éclater, le congrès de la SFIO se prononce de nouveau contre la guerre. La CGT organise quelques manifestations, la SFIO se contente essentiellement de proclamations, et aucune des deux organisations ne prépare en fait de moyens concrets pour s'opposer à la guerre. Le 31 juillet, Jean Jaurès est assassiné par un nationaliste. L'engrenage vers la guerre était déjà en marche. La mobilisation avait été décrétée la veille par la Russie tsariste. Elle est décidée en France et en Allemagne le 1er août, et le 3 août la guerre est déclarée. Les directions de la CGT et de la SFIO, ne pouvant empêcher la guerre, rallient ensuite l'Union sacrée. Le 4 août, l'intégralité des députés de la SFIO votent les crédits de guerre, puis, en contradiction avec les décisions des congrès, deux députés socialistes, Jules Guesde et Marcel Samba, entrent au gouvernement. Les rares militants restés pacifistes se trouvent accablés par un sentiment d'impuissance face à l'ampleur des forces déchaînées. Ainsi Raymond Périca, ancien secrétaire de la Fédération CGT du bâtiment, part au front et dira plus tard « Je n'ai pas eu, quoique ne reconnaissant pas de frontières ni de patrie, la force de caractère pour ne pas partir. J'ai eu peur, c'est vrai, du poteau d'exécution. » Georges Dumoulin, un autre pacifiste de la CGT dont il était le secrétaire adjoint, déclara avec la plus grande clarté « Je suis allé à la guerre parce qu'il n'était pas possible de faire autrement. » Comme beaucoup, Loriot cède en août 1914 aux sirènes de la défense nationale. L'instauration de la censure empêche de toute façon l'expression de pensées dissidentes. À partir du 2 août 1914, on finit par s'habituer aux colonnes blanches dans les journaux, aux publications saisies et interdites, à la présence du censeur au marbre des imprimeries de presse. De plus, des organes radicaux cessent de paraître, comme la revue syndicaliste révolutionnaire La Vie ouvrière, ainsi que les journaux anarchistes. L'information n'est pas seulement en partie censurée, elle est de plus orientée voire falsifiée. Le syndicaliste Marcel Asfeld dira que la presse usait d'un bourrage de crâne tel qu'il semblait impossible de remonter le courant. Ces différents mécanismes ont fonctionné efficacement, et la propagande des gouvernements, aussi bien en France qu'en Allemagne, sut persuader les masses populaires que leur pays était victime d'une agression. Du fait de la censure, les civils ont ignoré la gravité des défaites militaires, les crises diplomatiques, les effets économiques catastrophiques et les véritables horreurs de la guerre. La censure ayant fortement réduit l'écho des crises économiques ou sociales, elle a contribué puissamment à anesthésier l'opinion publique. 2. Contre la guerre. Par une habile exploitation des haines séculaires, fruit de tout un passé de violences spoliatrices, par une savante surexcitation des passions chauvines, par la dissimulation de leurs véritables desseins, les gouvernants de tous les pays belligérants ont fait accepter leur guerre aux masses populaires. Par la suppression des libertés, par la dictature, par la formidable organisation oppressive de l'État capitaliste, ils ont maintenu ces masses dans la fournaise. Fernand Loriot, 1919. De nombreux militants de la FNSI sont mobilisés, dont le secrétaire du syndicat des instituteurs de la Seine André Chalopin, qui meurt au front quelques semaines plus tard. Le secrétaire fédéral Marcel Cottet est également mobilisé. Hélène Brion le remplace et Loriot l'assiste au sein du bureau. De plus, Loriot et Brion vont représenter pendant la guerre la FNSI au comité confédéral de la CGT. Mais dans les premiers mois de la guerre, l'activité syndicale est quasiment à l'arrêt. Le congrès de la CGT prévu à Grenoble en septembre 1914, pour lequel Loriot devait être délégué, est annulé. Le congrès annuel de la FNSI est également supprimé. L'attitude de Loriot a été d'abord la résignation face à la guerre, puis une opposition modérée, et ensuite une franche opposition,
qui ne se démentira plus de 1915 jusqu'à la fin de guerre. L'hebdomadaire officieux de la FNSI, L'École émancipée, parvient à reparaître début octobre 1914. Dans ce premier numéro, un bref article de Fernand Loriot appelle les instituteurs à soutenir la revue en ces temps difficiles. Ce faisant, il relaie le discours de défense nationale contre le militarisme prussien. Mais la revue est loin d'adopter le ton de l'union sacrée, elle est interdite dès la fin octobre. L'équipe de rédaction fait alors paraître l'École, renommée en juin 1915 l'École de la Fédération. La revue publie chaque semaine d'impressionnantes listes des instituteurs tués au front. En février 1915, un article de Loriot intitulé L'Action fédérale, donc traitant de l'action de la FNSI, est intégralement censuré. Loriot déménage en septembre 1915 à Paris et demande sa mutation à Aubervilliers, où il enseigne à partir de la rentrée d'octobre 1915. Il reste cependant militant de la section socialiste de Puteaux pendant la durée de la guerre. À l'été 1915, il devient pacifiste radical suite à des discussions avec ses camarades du syndicat des instituteurs. Louis Bouette écrira qu'à partir d'août 1915, il tint bravement tête à la meute des fonctionnaires syndicaux sursitaires qui nous raillaient et nous injuriaient parce que nous restions fidèles au syndicalisme de lutte et que nous exprimions notre volonté de paix. Ce courant pacifiste dans lequel se situe Loriot milite non seulement pour une paix rapide, mais pour une paix blanche, c'est-à-dire le refus des annexions et donc le retour à la situation territoriale d'avant la guerre. Il s'agit de faire cesser la guerre le plus tôt possible, sans vainqueur ni vaincu. S'il y a eu des opposants à la guerre dès août 1914 en Allemagne comme en France, c'est dans des conditions extrêmement difficiles que le socialisme pacifiste avait commencé à se manifester. En novembre 1914, la socialiste allemande Clara Zetkin, secrétaire internationale des femmes socialistes, lance un appel à lutter pour la paix immédiate sans annexion. L'appel est diffusé en France à l'initiative de Louise Somono, qui était avant la guerre la secrétaire du groupe des femmes socialistes. Le 2 décembre 1914, Karl Liebknecht vote seul contre les crédits de guerre au Reichstag affirmant « Notre devoir vis-à-vis du peuple allemand et de l'humanité tout entière, vis-à-vis du prolétariat international auquel il appartient indissolublement, nous oblige à nous opposer de toutes nos forces à cet entredéchirement des peuples. » Cette prise de position a un écho considérable, y compris en France. Mais à part ce geste spectaculaire de Karl Liebknecht, les analyses contre la guerre développées en Allemagne par les spartakistes et en particulier par Rosa Luxemburg, resteront en fait inconnues en France pendant la guerre. En France, des réunions du noyau de la vie ouvrière, Pierre Monat, Alfred Rosmer, Alphonse Merem, etc., revue du courant syndicaliste révolutionnaire de la CGT ont lieu dans son local du quai de Genappe. Mais dans un premier temps, ces réunions pacifistes ne donnent pas lieu à des proclamations publiques. D'importantes divergences s'expriment au sein de la direction de la CGT dès les premières semaines du conflit, sans toutefois être connues à l'extérieur jusqu'en décembre 1914. À cette date, Monat démissionne du comité confédéral de la CGT pour protester contre l'attitude d'acceptation de la guerre par la majorité. Dans sa lettre de démission qu'il diffuse sous forme de tract au sein des milieux syndicaux, Monat écrit que parler de paix est le devoir qui incombe, en ces heures tragiques, aux organisations ouvrières conscientes de leur rôle. Il note que c'est ce que font d'ores et déjà de nombreux socialistes. L'Independent Labour Party en Angleterre, les deux partis socialistes russes, de même que les socialistes italiens et suisses, le Parti socialiste américain, Karl Liebknecht, et avec lui une minorité du Parti socialiste allemand. Et il conclut « Je crains fort que nos organisations centrales, en France comme en Allemagne, CGT comme Parti socialiste, Union syndicale internationale comme Internationale socialiste, n'aient signé leur faillite. Si l'humanité doit connaître un jour la paix et la liberté, au sein des États-Unis du monde, seul un socialisme plus réel et plus ardent surgissant des désillusions présentes, trempées dans les fleuves de sang d'aujourd'hui, peut l'y mener. Ce n'est pas en tout cas, les armées des Alliés, non plus que les vieilles organisations déshonorées qui le peuvent. » Clara Zetkin appelle à une conférence internationale des femmes socialistes à Berne, fin mars 1915. Rosa Luxemburg avait prévu de s'y rendre, mais elle fut arrêtée et emprisonnée le mois précédent. Pour la France,
c'est Somono qui est présente au nom du Comité d'action féminine socialiste pour la paix contre le chauvinisme, qu'elle venait de créer. La conférence réunit des militantes de 8 pays et lance un appel à la paix intitulé « Femmes du prolétariat, où sont vos maris? Où sont vos fils ?» dont la conclusion affirme « Les travailleurs de tous les pays sont frères. Ce n'est que leur volonté unie qui peut mettre fin à l'assassinat des peuples. Seul le socialisme est la paix future de l'humanité. À bas le capitalisme, qui sacrifie des hécatombes d'êtres humains à la richesse et au pouvoir des classes possédantes. À bas la guerre. Par et pour le socialisme. En France, la minorité pacifiste s'affirme progressivement au sein de la CGT. En avril 1915, Meyrem et Rosmer font reparaître le journal de la Fédération des métaux et contournent la censure. Un timide début d'opposition se manifeste dans la SFIO en mai 1915, par un rapport de la Fédération de la Haute-Vienne envoyé à toutes les fédérations. Des militants des sections et des figures du parti comme Jean Longuet rejoignent ces minoritaires. Longuet, qui était l'un des représentants de la SFIO au Bureau socialiste international, député de banlieue parisienne et accessoirement petit-fils de Karl Marx, va représenter ce courant au point qu'on appellera ses partisans les longuettistes. Alors qu'un premier courant socialiste pacifiste s'affirme, la direction de la SFIO favorable à l'union sacrée semble au contraire se radicaliser dans le sens inverse. Un troisième député de la SFIO, Albert Thomas, intègre le gouvernement de guerre en mai 1915 et deviendra même en décembre 1916 ministre de l'Armement. De plus, l'opposition a du mal à s'affirmer dans les instances socialistes. En effet, les pacifistes modérés se rallient à la majorité de guerre lors du Conseil national des 14 et 15 juillet 1915. Il semble que Loriot, comme la majorité de la section de Puteaux, soit alors partisan de ce pacifisme modéré des longuettistes. Le 25 juillet 1915, c'est lui qui représente sa section au comité fédéral SFIO de la Seine, et il intervient pour demander que les adhérents socialistes soient admis de droit à assister en observateur aux réunions du Conseil national et de la Commission administrative permanente, CAP, la direction du parti. Mais sa proposition ne sera pas adoptée. On retrouve à plusieurs reprises cette volonté de Loriot que les militants puissent prendre pleinement connaissance des débats des instances de direction, et qu'un accès direct aux informations leur soit garanti. Le 14 août, il participe au premier congrès national de la FNSI tenu depuis le début de la guerre, au siège de la CGT à Paris. La discussion agit pour lui comme une véritable prise de conscience. Une majorité emmenée par des militants de province vote un texte clairement opposé à la guerre. Désormais convaincu de la justesse de cette orientation pacifiste radicale, c'est Loriot qui défend cette position de la FNSI lors de la conférence de la CGT du lendemain. Le 15 août, lors de cette conférence nationale de la CGT, Loriot s'exprime donc au nom de la Fédération des instituteurs. Une résolution pacifiste est présentée à l'initiative de Meyrem et Albert Bourderon, et co-signée par plusieurs militants de la Fédération des syndicats d'instituteurs, Loriot, Louis Bouette, Louis Lafosse, Marie Guillot, Marie Mailloux, Marthe Bigot et Hélène Brion. La résolution affirme fortement « Cette guerre n'est pas notre guerre ». Chaque État belligérant y a sa part écrasante de responsabilité directe. Déjà 4 millions de cadavres et encore plus de blessés. C'en est assez. Le texte dénonce l'union sacrée, réclame le rétablissement des libertés, et appelle à ce que la CGT travaille de toutes ses forces à une rapide conclusion de la paix. Obtenant un quart des suffrages, la résolution n'est certes pas adoptée mais son résultat n'est pas négligeable, et ses initiateurs la diffusent sous forme de tracts. C'est le premier texte pacifiste important en France émanant d'un collectif ayant une représentativité effective, et il parvient à obtenir une certaine audience. L'écrivain Romain Rolland commente dans son journal « C'est, depuis le commencement de la guerre, la voix la plus intelligente et la plus impartiale qui se soit élevée en France. Il est remarquable que les syndicats ouvriers soient arrivés à une conscience plus juste de la situation politique européenne que les classes dirigeantes. » Meyrem écrit le 23 août à Romain Rolland « Minorité que la censure muselle complètement, nous n'en continuons pas moins notre action dans nos milieux ouvriers. » Un an après le début de la guerre,
les principaux acteurs de la lutte pacifiste se sont manifestés: Monat, Somono, Mérem, Bourderon, Loriot, Bouette, etc. Monat, Mérem et Bourderon étaient depuis plusieurs années des figures de premier plan de la CGT, de même concernant Loriot et Bouette à la FNSI. L'action des instituteurs syndicalistes ne passe pas inaperçue auprès de leur ministère de tutelle. En septembre, Loriot et Hélène Brion ont été sermonnés par les premiers grands chefs du ministère. Au niveau européen, la conférence de Zimmerwald, en Suisse, va affirmer l'opposition socialiste à la guerre. Convoquée à l'initiative du Parti socialiste italien, resté opposé à la guerre, et organisée par des socialistes suisses dont le député Robert Grimm, cette conférence tenue du 5 au 8 septembre 1915 est une date importante pour la réapparition de l'internationalisme socialiste. Les pacifistes français sont représentés par les syndicalistes Albert Bourderon et Alphonse Mérem, tous deux secrétaires de leurs fédérations respectives de la CGT. Bourderon est également militant socialiste. Il avait d'ailleurs participé au congrès de fondation de la SFIO en 1905. Lors d'une conférence devant des militants de la SFIO, Bourderon précisera qu'il s'est rendu à Zimmerwald comme membre du Parti socialiste. Des militants de nombreux pays sont présents. D'autres socialistes internationalistes ont été empêchés de se rendre en Suisse, dont les délégués britanniques, sans même parler des militants déjà emprisonnés pour antimilitarisme, comme Rosa Luxemburg en Allemagne. Liebknecht, qui ne peut venir, écrit cependant à la conférence. La conférence de Zimmerwald publie un appel commun à tous les participants, principalement rédigé par Léon Trotsky et Grimm, qui appelle au rétablissement de la paix entre les peuples. Dans ce but, le manifeste incite les prolétaires d'Europe à entreprendre la lutte pour la paix sans annexion ni indemnité de guerre, qui est la lutte pour la liberté, pour la fraternité des peuples, pour le socialisme. Le texte reprend la conclusion du manifeste communiste de 1848. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. La censure française exige que la presse ne parle pas de cette conférence. Mais l'information finit par progressivement filtrer, et 2 brochures font connaître en France les résultats de Zimmerwald. L'une de Bourderon et Mérem est publiée par la Fédération des métaux à 10 000 exemplaires, l'autre paraît à 4 500 exemplaires à l'initiative d'Alfred Rosmer, se présentant comme lettre aux abonnés de la Vie ouvrière. Rosmer y déplore le manque d'informations causé par l'état de guerre. On ne sait rien en France de ce qui se passe réellement à l'étranger. On ignore même ce qui se passe en France. Les autorités ne laissent pas faire et sévissent contre les pacifistes. Somono est arrêté le 2 octobre pour son action contre la guerre, et n'est libéré que fin novembre. Les brochures sur Zimmerwald sont interdites par arrêté du ministre de l'Intérieur, mais leur diffusion se poursuit clandestinement. Outre la censure et la répression, il y a également un volet idéologique de la lutte contre les pacifistes. De façon significative, lorsque des extraits de la lettre de démission de Monat de la direction de la CGT, datant de décembre 1914 sont lus au Sénat par Clémenceau en juillet 1917, sans que le nom de Monat ne soit cité, le sénateur Jean Guillotot, entendant ces extraits, s'écrie « Ce sont des boches ». La thématique est en effet rapidement en place, et tout au long de la guerre les pacifistes français sont qualifiés de boches, d'agents allemands, etc. Du reste, cette ficelle était déjà utilisée avant la guerre, contre Jaurès notamment. La nouveauté est que ces attaques viennent maintenant aussi de l'intérieur du mouvement ouvrier, y compris de la part de certains dirigeants de la SFIO et de la CGT ralliés à l'Union sacrée. Ainsi, un majoritaire de guerre de la CGT lance-t-il en plein comité confédéral : « Tu as une âme d'Allemand, Loriot ?» Pour les tenants du discours dominant, c'est alors l'insulte suprême. Mérem est lui aussi souvent la cible de telles sorties, et la situation n'est pas différente au sein de la SFIO, où certains renient Karl Marx après avoir découvert avec effroi que le théoricien internationaliste et apatride était né en Allemagne. En marge du CN de la SFIO d'août 1916, Alexandre Varenne, député de la droite du parti, qualifie ainsi les minoritaires de tas d'embauchés et traite même Bourderon d'espions. Les militants pacifistes décident de s'organiser de façon plus structurée. Fernand Loriot prenait déjà part aux réunions du jeudi soir du groupe de la Vie ouvrière,
Et il participe à cette période à la création d'un premier comité contre la guerre, avec d'autres militants d'extrême gauche internationalistes. Il écrira que, fondé à l'état embryonnaire en août 1915, ce comité fut officiellement constitué en France au retour de Zimmerwald, c'est-à-dire dans les premiers jours d'octobre 1915. Le comité était ouvert à tous ceux socialistes, syndicalistes, anarchistes, qui acceptaient la lutte du prolétariat contre la guerre. C'est en novembre qu'un comité d'action internationale, CAT, est formellement créé. Il changera de nom début 1916 pour devenir le Comité pour la reprise des relations internationales. Un tract présentant le comité est diffusé. À ceux qui sont restés fidèles aux nobles idées de fraternité humaine, à ceux qui n'ont pas faibli devant les forces mauvaises et qui croient toujours à la nécessité des relations et de l'action internationale des travailleurs, nous adressons ce pressant appel. Camarades, depuis de longs mois, aucune vérité n'a pu être dite à la classe ouvrière. La presse est entièrement soumise aux volontés de ceux qui ont intérêt à étouffer la vérité. Contre tout esprit de justice et de liberté, une censure impitoyable exerce sa dictature officielle et la crainte et la vénalité ont créé dans les journaux une censure particulière plus impitoyable encore. Et pourtant, nous sommes parvenus à une époque où il faut que des vérités soient dites. La classe ouvrière de ce pays doit connaître ce qui se passe dans les autres nations. Elle doit savoir quels sont les sentiments de ceux qui versent le même sang et les mêmes larmes. Ces signataires sont surtout des syndicalistes. Mérem, Bourderon, Périca, Marcel Asfeld, Louis Le Petit, Marcel Verja, etc., mais aussi deux militantes du Comité d'action féminine socialiste pour la paix contre le chauvinisme, Stéphanie Bouvard et Louise Coutaudier. Par contre, ne peuvent apparaître publiquement ni les mobilisés comme Monat et Rosmer, ni les fonctionnaires comme Loriot, dont la liberté de parole est limitée. Face à une situation radicalement nouvelle, celle de la lutte minoritaire contre la guerre, le militantisme de Loriot va évoluer. Comme il l'écrira plus tard, la mobilisation avait réduit à presque rien les syndicats d'instituteurs, notamment le syndicat de la Seine. Plus il devenait nécessaire d'agir, moins le syndicat offrait ce champ d'action. C'est ce qui le conduit à militer davantage au sein du Parti socialiste SFIO. Il faudra la guerre et un concours de circonstances pour que je consacre au parti l'essentiel de mon activité. Justement, la conférence de Zimmerwald est le grand sujet de discussion des socialistes à l'automne 1915. La résolution de Zimmerwald est adoptée par des partis socialistes en Grande-Bretagne, Suisse, Italie, Pologne, Russie, Roumanie, Bulgarie, Portugal, etc. En France, les sections en débattent de façon souvent agitée. Mérem et Bourderon rendent compte de Zimmerwald le 7 novembre, d'abord devant des syndicalistes à la Bourse du Travail, puis à la Maison Commune, rue de Bretagne, devant 300 socialistes, parmi lesquels les dirigeants de la SFIO venus apporter la contradiction, Pierre Renaudel, le leader de fait de la SFIO depuis la mort de Jaurès, le secrétaire général Louis Dubreuil, etc. Les partisans de Zimmerwald commencent à s'organiser au sein de la SFI. Ce sont souvent des syndicalistes minoritaires qui sont à la fois militants de la CGT et du parti, parmi lesquels Bourderon et Loriot. Ce dernier écrit à Louis Bouette le 23 octobre. Nous travaillons ferme en ce moment à la CGT, 1 degré pour grossir la minorité du 15 août, 2 degrés pour constituer une minorité semblable au sein du Parti socialiste au prochain congrès de décembre. Ce sont donc des militants pacifistes ayant la double appartenance CGT et SFIO, qui vont créer en France le courant socialiste zimmerwaldien. Mais la direction de la SFIO, pour condamner la résolution de Zimmerwald et tenter d'empêcher les débats à son sujet dans les sections socialistes, publie le 9 novembre en première page de l'Humanite une résolution qui demande aux fédérations et sections d'éviter même l'apparence d'une participation quelconque à une propagande contraire aux intérêts de la défense nationale. Les idées zimmerwaldiennes se trouvent donc dès le départ en but à une très nette hostilité de la part de la direction de la SFIO ralliée à l'Union sacrée. Au sein de la Fédération de la Seine, plusieurs sections votent à l'unanimité contre Zimmerwald. À l'inverse, le 20 novembre la section de Boulogne-Billancourt vote à l'unanimité pour Zimmerwald. Le même jour, lors de la réunion de la 13e section socialiste de Paris, un pacifiste zimmerwaldien est tout simplement empêché de parler. Le 28 novembre,
un socialiste de guerre de cette section propose d'exclure Bourderon du parti. Lors du vote, Charles Rapoport est le seul des 35 adhérents présents à voter une motion pacifiste. Fin novembre à la 14e section, le débat sur Zimmerwald est écourté sur demande des majoritaires. Une résolution pacifiste est distribuée en tract aux 300 adhérents qui assistent au congrès départemental socialiste de la Seine le 6 décembre. Le texte reproche au groupe parlementaire SFIO d'avoir, sans l'assentiment du parti, autorisé 2 de ses membres à participer au pouvoir, faisant ainsi endosser au parti tout entier la responsabilité du régime de dictature que nous subissons. Ces minoritaires, emmenés par Bourderon, veulent que le Congrès s'associe pleinement à la résolution de la conférence de Zimmerwald et demandent aux députés socialistes de ne plus voter les crédits militaires ainsi qu'aux ministres de démissionner. Le 12 décembre à la section de Saint-Ouen, un militant mobilisé s'exprime en faveur des thèses de Zimmerwald. Chassin, soldat au 203e régiment d'infanterie qui arrive des tranchées, déclare que ses camarades ont assez de la guerre et réclament la paix à tout prix. Il estime que les responsabilités du Parti socialiste sont lourdes et ne s'explique pas la présence au pouvoir de ministres socialistes. Pour sa part, il votera la motion de Zimmerwald. Sur 32 adhérents présents, il est cependant le seul à voter en ce sens. Au cours de cette période, le comité d'action internationale se développe. Par exemple, le syndicat des ouvriers menuisiers réunis à la Bourse du Travail à Paris vote en décembre à l'unanimité son adhésion au CAT et décide de lui verser 10 francs de cotisation mensuelle. La direction de la CGT s'inquiète des progrès du CAT, qui s'implante entre autres au sein des syndicats de l'alimentation, du bâtiment, des métaux, des instituteurs, et décide de se réunir de son côté pour lutter contre ce courant oppositionnel. Le congrès de la Fédération socialiste de la Seine tient sa 2e et dernière session le 19 décembre, en présence de 300 adhérents. Une motion est présentée par Bourderon et soutenue par Loriot, considérant que la conférence de Zimmerwald a renoué les relations internationales qui n'auraient jamais dû être interrompues. Le Congrès décide de rétablir immédiatement les rapports socialistes internationaux, s'associe pleinement à la résolution de la conférence de Zimmerwald, qui a commencé de mettre en œuvre la décision de Stuttgart, Copenhague, Bâle, qui ont dit « Au cas où la guerre éclaterait néanmoins, c'est le devoir des classes ouvrières de entremettre pour la faire cesser promptement. » Dans le département, cette motion Bourderon obtient 545 mandats, 5,2%, la motion Longuet 3836 mandats, 36,5%, et la motion Renaudel 6121 mandats, 58,3%. Bien que Longuet dirige un courant qui s'oppose aux majoritaires de guerre, il défend pourtant lors de réunions de la SFIO l'union sacrée et la participation gouvernementale. Le courant socialiste zimmerwaldien est donc bien distinct de cette autre minorité nettement plus modérée. Pendant le congrès départemental, Loriot reprend le slogan « Guerre à la guerre » et déclare « Nous devons travailler à la reprise immédiate des relations internationales. » On a insinué que nous ne parlerions pas avec SCHJDEMAN, ni avec SUDEKUM, dirigeant du SPD, le Parti socialiste d'Allemagne. Pourquoi pas, nous parlons bien avec Renaudel. Loriot exprime ainsi clairement que pour lui, les socialistes de guerre sont équivalents quelle que soit leur nationalité. Les 5,2% obtenus n'accordent que 2 délégués aux Zimmerwaldiens de la Fédération de la Seine pour le Congrès national. Bourderon et Loriot sont désignés. Néanmoins, le vote montre déjà la fragilité de la majorité de guerre, les 2 minorités pacifistes obtenant dans la Seine plus de 40% dès fin 1915. Ce poids des pacifistes ne va cesser de se renforcer. Le premier congrès national de la SFIO depuis le début de la guerre s'ouvre le 25 décembre 1915 à Paris, à la Maison des syndicats, en présence de 280 délégués représentant 82 fédérations, et d'une centaine d'autres adhérents présents en observateurs. Les séances se tiennent à huis clos, la presse est interdite, et aucun résumé des débats n'est publié. L'Humanité n'indique, dans un très bref communiqué quotidien, que le nom des orateurs. L'ambiance est très tendue, on se traite mutuellement d'embusqués et à la tribune Longuet dénonce une dictature de Renaudel dans le parti. Loriot et Bourderon sont corédacteurs d'une motion pacifiste,
qui prévoit en particulier le refus des crédits de guerre. Sa publication sera interdite par la censure. Au cours du Congrès, c'est d'abord Bourderon qui présente la motion par un discours qui est fréquemment interrompu. Loriot intervient par la suite lors de la 3e journée du Congrès. Malgré le fait que ce soit sa première intervention en Congrès national de la SFIO, et bien que se trouvant face aux 2 ministres socialistes, il critique leur participation au gouvernement. Loriot vient défendre la motion de Zimmerwald et attaque vivement les ministres socialistes. Gued lui répond qu'au lendemain de la paix il ne sera plus ministre. Samba fait la même déclaration. Face à Loriot, les ministres ne trouvent à lui opposer que l'excuse de la parenthèse. Selon cette théorie, après la guerre tout redeviendrait comme avant et il n'y aurait plus qu'à oublier la politique appliquée pendant la guerre. Évidemment, la réalité n'est jamais aussi simple. L'historien Georges Lefranc écrira que dans la CGT, ce qui en 1914 avait été présenté comme une parenthèse n'en est pas une. Lors du vote le dernier jour du Congrès, le 29 décembre, la motion Bourderon n'obtient que 76 voix sur 2736, 2,8%. C'est peu, mais sa seule existence fait pression. Avec cette motion, le courant socialiste se revendiquant de Zimmerwald fait son apparition au niveau national. Il y a également 103 abstentions, mais le courant Longuet a finalement voté avec la majorité de guerre une résolution de synthèse. Apprenant ce ralliement, la pacifiste Marie Guillot est si écœurée qu'elle rend sa carte du parti. C'est au contraire un soulagement pour le ministre Samba, qui note dans son journal que le grand coup du Congrès est passé sans encombre. À la FNSI, où les militants sont très souvent adhérents de la SFIO, on approuve l'action de Loriot. Lapierre était au Congrès socialiste et loue le courage de Loriot. Faisant le compte-rendu du Congrès à la section de Puteaux, Loriot dénonce les directions de la SFIO et de la CGT qui ont trahi l'Internationale ouvrière. Les premiers porte-paroles du courant socialiste zimmerwaldien, Somono, Bourderon et Loriot, sont militants socialistes depuis au moins une quinzaine d'années. Aucun n'a cependant eu jusque-là un rôle de premier plan dans la SFIO proprement dite. Bourderon et Loriot étant surtout actifs dans le syndicalisme, et Somono dans le mouvement féminin socialiste. Elle fut cofondatrice en 1899 du groupe féministe socialiste. Contrairement à la situation de la gauche pacifiste opposée au vote des crédits de guerre en Allemagne, où on retrouve rapidement des députés, Karl Liebknecht, Otto Rühle, et des théoriciens et historiens de premier plan, Rosa Luxemburg, Franz Mehring, en France les militants pacifistes révolutionnaires ne sont pas des figures du parti habituées aux luttes de congrès. C'est un facteur important pour expliquer leur assez faible impact en termes de voix dans les congrès. Dans la SFIO, le CAT a de lourds handicaps. Il ne dispose pas d'un réseau constitué avant 1914, il n'a pas de presse et il n'a pas de porte-parole connu des militants. De plus, cette action naissante s'inscrit à contre-courant complet d'une vie politique anémiée, dans un contexte de rétrécissement radical du champ démocratique et d'un conformisme imposé par toutes les institutions. Mais de 1916 à 1918, avec Loriot comme principal porte-parole au sein de la SFIO, l'audience de ce courant pacifiste révolutionnaire ne va cesser de s'accroître. Face à l'affirmation du courant pacifiste, les autorités réagissent. En France comme en Allemagne, des militants pacifistes sont envoyés au front dont Monat. Dans certains cas, il s'agit clairement d'une sanction qui vise à les empêcher d'agir puisque les autorités ne se font certainement guère d'illusions quant à leur potentiel militaire. Ainsi Liebknecht, qui a été envoyé au front contre son gré, écrit le 21 septembre 1915, « Près de moi, fracas insensé. L'enfer est lâché sur nous. Je ne tirerai pas. » Et le 4 octobre, « Pour le reste, tous les dangers possibles m'importent peu, mais tuer des hommes je ne peux pas. C'est la fin de tout. » Dans le cadre de l'Union sacrée, c'est aussi une aide du gouvernement à la direction de la CGT pour la débarrasser de ses opposants pacifistes. Les rappels de sursitaires ou de réformés à l'encontre des minoritaires, et les sursis d'appel accordés aux majoritaires sont un des aspects de la politique gouvernementale à l'égard des syndicats. De fait, les seuls pacifistes qui peuvent rester actifs sont ceux qui ne sont pas mobilisables, les femmes et les hommes réformés ou trop vieux. Ils sont cependant directement concernés par le conflit. Par exemple le fils aîné de Loriot,
Robert, est fait prisonnier début 1916 au cours de la bataille de Verdun et reste détenu en Allemagne pendant le restant de la guerre. Son deuxième fils, Maurice, part ensuite au front avec la classe 1918. Sa fille aînée épouse en mai 1917 un soldat en permission, Maurice Fromentin, qui était avant la guerre le secrétaire de la jeunesse socialiste de Puteaux. Le militantisme pacifiste est rendu très difficile par la censure. Des historiens de la presse française ont souligné que un des rôles le plus importants de la censure fut de freiner le développement des idées pacifistes, et que la voix des groupes de la gauche pacifiste fut presque étouffée dans la presse. Il y a également le contrôle voire la saisie des correspondances, et les réunions interdites. Par exemple, la police interdit en mars 1916 la réunion organisée par les femmes pacifistes à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Un rapport des renseignements généraux du 27 décembre 1915 intitulé « Surveillance exercée à l'égard des membres de la commission du Comité d'action internationale » nous apprend que les responsables du CAT sont suivis par la police et leurs courriers systématiquement ouverts. Ces lourdes investigations ne donnent cependant pas beaucoup de résultats. Les filatures nous apprennent par exemple que Bourderon se trouve en journée sur son lieu de travail, puis en soirée dans les locaux de la CGT, après quoi il rentre chez lui, ce qui n'est pas un emploi du temps très étonnant pour un travailleur syndicaliste. À partir de janvier 1916, le courrier de Fernand Loriot est à son tour intercepté, lu par la police et parfois recopié. Mais se rendant compte du contrôle de leur correspondance, certains vont tenter d'y parer. Loriot donnera ainsi à ses correspondanciers une autre adresse d'envoi à Paris pour les lettres confidentielles. Le Comité pour la reprise des relations internationales. Début 1916, le CAT change de nom et devient le Comité pour la reprise des relations internationales, CRRI. Le comité regroupe les militants pacifistes révolutionnaires, partisans de Zimmerwald, qu'ils soient syndicalistes, socialistes ou libertaires. Il possède ainsi des ramifications nombreuses dans l'ensemble du mouvement ouvrier français. Les réunions se tiennent au 33 rue de la Grange-Aubel, siège de la CGT, et en particulier de sa fédération des métaux qui est dirigée par Mérem. Les deux secrétaires du comité sont Mérem et Bourderon, le trésorier étant Marcel Asfeld. Au sein du CRRI, deux fractions ou sections, l'une socialiste et l'autre syndicaliste, se réunissent parfois chacune de leur côté. La commission du CRRI, qui se réunit chaque semaine, est composée de 6 syndicalistes et de 6 socialistes, ces derniers étant également parfois des syndicalistes actifs, dont Bourderon et Loriot. Dans un contexte de censure, les réunions du CRRI sont un bon moyen de s'informer, sur les grèves, sur les autres mouvements pacifistes en Europe, etc. Un tract de 4 pages est publié pour présenter le CRRI aux organisations socialistes et syndicales, à leurs militants. Ce texte fait un bilan de l'action menée depuis la conférence de Zimmerwald, et informe que, malgré les tracasseries policières, nombreuses sont venues les approbations, les adhésions et toute l'aide pécuniaire indispensable à notre action et à cette propagande. Les résultats ont dépassé toutes nos espérances. Nous nous réunissons, nous nous groupons pour agir parce que les organismes centraux de la CGT et du parti, tant à la conférence des bourses et fédérations du 15 août qu'au Congrès national socialiste de décembre 1915, se sont refusés dans leur majorité à faire la besogne leur incombant moralement. Le but est de participer à une action socialiste syndicaliste internationale pour la paix. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.